Alors bonjour à tous, aujourd'hui séance du cercle du renouvellement constitutionnel consacrée à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, analyse, vision, orientation que va nous présenter Christophe. Voilà, je lui laisse la parole. Voilà. Alors, au départ, quand je me suis lancé dans ce texte pour le lire, en fait, avant ça, je me suis lancé dans la rédaction d'un texte avec des contraintes similaires à ceux qu'ont rencontré ceux qui ont rédigé la DDHC. En résumé, l'objectif était d'encoder le plus d'informations avec le minimum de mots et avec une durée de vie la plus longue possible. Voilà. Cet exercice pose des contraintes importantes sur la rédaction d'un texte qui perd nécessairement en clarté à cause de l'abstraction et du choix des mots et de l'évolution des mots. Ainsi, rédiger ce genre de texte ne laisse que peu de place à l'improvisation. Le choix d'une formulation ressemble beaucoup à la rédaction d'une formule mathématique. Ayant rencontré ce problème et à la rédaction de ce genre de texte, je me suis surpris à lire la DDHC d'un autre œil, celui de quelqu'un qui aurait pu l'écrire. Alors que je pensais que le texte était maladroit, relativement simple, je me suis rendu compte qu'il était plutôt précis et cohérent. Évidemment, rien ne me garantit d'avoir totalement raison. Mais il me semble qu'une cohérence se dégage de cette lecture que j'en ai faite, et je vais essayer d'en partager avec vous les principes. Tout d'abord, notons que la Constitution de 58 fait mention de la DDHC de 1789, alors que les textes plus récents, plus clairs et plus favorables ont été écrits depuis. La DDHC de 1793, la DUDH de 1938. Alors pourquoi être revenu sur ce texte précisément dans la Constitution de 58 ? Y est-il inscrit quelque chose qui n'est pas présent dans les suivantes et qui aurait été oublié dans les rédactions ultérieures ? La réputation de ce document ne permet pas de savoir ce qui a motivé ce choix. Or, une lecture analytique, comme une lecture d'une formule mathématique, donne plus d'éléments. Alors, nous allons commencer par le titre. Et je pense que je parcourrai quelques exemples pour donner une cohérence et on va s'arrêter à cette analyse. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La chose la plus flagrante à noter est l'emploi des termes homme et citoyen. Personnellement, si moi j'avais voulu écrire et donner un titre et des droits de tous, je me serais contenté d'homme ou de citoyen et je n'aurais pas fait les deux. Pour cause, la mise en place des deux donne une notion, une nuance qu'on ne veut pas forcément que les lecteurs aient. C'est que, est-ce qu'on doit définir homme et citoyen différemment, ou est-ce qu'on doit les définir, ou est-ce qu'on doit considérer que c'est la même chose ? Et cette notion-là, elle n'est pas du tout définie dans le texte. Ensuite, j'aurais utilisé le même mot partout, c'est-à-dire que j'aurais choisi homme, citoyen, et j'aurais effacé citoyen partout si j'avais choisi homme, et j'aurais effacé homme si j'avais choisi citoyen. Pour bien faire comprendre qu'il n'y a pas de différenciation. En l'occurrence, mettre en place ces deux termes dans le titre en parlant de leurs droits, on peut entendre qu'il sera question de droits de l'homme et de droits du citoyen comme des droits différents. On peut regarder dans le début du préambule où il est stipulé considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme. Et à cette occasion, il n'est pas rajouté et du citoyen. Donc on voit que de temps en temps, la mention change. C'est-à-dire que là, pour le coup, les droits de l'homme suffisent, mais les droits du citoyen n'est plus utile. Et pourtant, on continue de considérer que c'est la même chose. Si ça avait été la même chose, on aurait écrit partout le même titre, de façon à ce qu'on n'ait pas de nuance.
Or, ce n'est pas ce qui se passe. Alors, il n'y est pas mentionné du citoyen, donc c'est ce que je veux dire, ça ne peut pas être un oubli ou une figure de style dans un texte de cette nature, puisqu'on parle d'un texte qui est précis et qui se veut être sans nuance le plus possible, donner des directives légales et donc qu'on n'ait pas à discuter sans cesse de quoi il est question. Ensuite, on peut se retrouver dans l'article 7, où on peut lire « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. L'homme semble protégé, alors que, juste après, on pourra lire que le citoyen doit se soumettre. Mais tout citoyen, appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. » Donc, on voit bien qu'il y a une différence de traitement entre hommes et citoyens sur cet article. Mais peut-être est-ce un hasard. Mais encore une fois, faut-il croire que ceux qui ont écrit ces textes aient laissé de la place au hasard. L'article 11 donne l'impression que l'homme et le citoyen sont de même nature. Mais il faut remarquer que lorsque l'on parle de l'homme, il a un droit, et que lorsque l'on parle du citoyen, il a une restriction. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc on voit bien que là, les hommes ont le droit, un droit précieux qui est celui de communiquer ses opinions, alors que quand on parle du citoyen, on parle de la restriction, c'est-à-dire que le citoyen, lui, ne pourra pas le faire librement, sauf si il répond, il évite les abus. Donc on est sur la mention du titre, le préambule qui diffère, qui retire le citoyen, l'article 7 qui lorsqu'il donne un droit, parle des hommes, et quand il parle de restriction, quand il parle de se soumettre, parle des citoyens, et l'article 11 qui, quand il donne le droit, le donne aux hommes, et quand il parle de restriction, parle de citoyens. À chaque fois qu'on parle du citoyen, en fait, on peut considérer qu'il y a des restrictions. Chaque fois qu'on parle des hommes, on peut considérer que c'est des droits qui sont donnés. Donc on commence à voir ce qui est décrit dans la DDHC, mais qui est absent dans la DUDH. Effectivement, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne parle plus de citoyens. Et c'est une bonne chose, a priori, puisque justement, on n'a plus cette notion, cette nuance. Mais c'est peut-être pour ça que, justement, dans la Constitution de 58, on est revenu à la DDHC, puisqu'elle remet en place, elle a dans son texte une différenciation entre les hommes et les citoyens. Donc celle-ci, voilà. Maintenant, on peut aller voir ce qui différencie la DDHC de 1789 à celle de 1793 en analysant la première phrase de l'article 1er de la DDHC de 1789, qui a disparu en 1793. Bon, elle a été modifiée. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. À première vue, cette phrase semble très bien. Et on ne comprend pas bien pourquoi elle aurait été retirée de celle de 1793. Elle a été remplacée par son article 2. Ces droits, les droits de l'homme, sont l'égalité, la liberté, la sûreté et la propriété. Qu'est-ce qui diffère? L'article de 1789 utilise les verbes naître et demeurer, alors que l'article de 1793 utilise le verbe être, et c'est toute la différence entre ces deux phrases. Pourquoi n'avoir pas utilisé le verbe être dans la version de 1789? Les hommes sont libres et égaux en droit. La phrase aurait été plus simple, plus durable dans le temps, on n'aurait pas eu besoin d'avoir de nuances entre naissent et demeurent, et sont libres. Dans ce genre de texte, le choix des verbes n'est pas anodin.
s'il y avait eu écrit « Les hommes naissent libres et égaux en droit, tout seuls ». C'est donc qu'à la naissance, ils sont libres, mais qu'après, ce n'est pas sûr. S'il y avait eu écrit « Les hommes demeurent libres et égaux en droit », la question du demeure est intéressante. Que signifie demeurer ? On peut le remplacer par un synonyme, le verbe rester. Demeurer, rester à un endroit, on peut le remplacer. Les hommes restent libres et égaux en droit. S'ils restent, est-ce que ça veut dire qu'on peut leur retirer ? Cette nuance disparaît dans la DDHC de 1793. On pourrait se dire que c'est un accident. Mais dans l'article 7 de 1789, nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi. Donc, la phrase est à l'envers, puisqu'il y a écrit nul homme, il faut l'inverser pour avoir une notion un peu plus claire, puisqu'il y a un ne peut être accusé que dans les cas. Et on se retrouve avec un homme peut être accusé, arrêté et détenu dans les cas déterminés par la loi. Elle veut bien dire que dans certains cas, les hommes peuvent être détenus et donc perdre leur liberté, mais ils demeurent libres selon l'article 1. Ce qui est intéressant. On peut donc observer une forme de cohérence puisque le texte ne se contredit pas. Puisque les hommes demeurent libres, on peut leur retirer de manière potentiellement, mais il le reste quand même. Cet exemple met en avant que le texte peut avoir un sens différent de celui que l'on a l'habitude de voir. Je pense que ce n'est pas une coïncidence, mais le fruit d'un travail remarquable. Ce qui m'intéresse dans mon étude, c'est la possibilité d'écrire un texte qui le succède et qui l'inclut. Alors, j'essaye de voir, au-delà des erreurs apparentes, la cohérence interne du texte. Et j'ai conclu là-dessus. Ok, tu as terminé Oui. D'accord. Merci beaucoup. Jean-Charles, tu veux intervenir ? Oh bah, j'ai quelques petites réflexions comme ça au débeauté. Voilà, bah écoute, bon, c'est intéressant donc, toujours intéressant de se pencher sur homme et citoyen, la dichotomie, les deux désignations. Moi, j'ai une thèse que j'ai déjà développée ici en ce qui concerne l'homme et le citoyen. Bon, je vais peut-être être amené à la rappeler. Mais enfin, d'abord, dire que je pense que, puisqu'il faut se mettre à la place de ceux qui ont rédigé, et à l'époque dans laquelle ils étaient, imaginons qu'on ait la définition « les droits de l'homme ». Mais nous étions avec un bouillonnement d'idées, bouillonnement politique, et les Lumières, les révolutionnaires, enfin tous les profils qui étaient en présence, voulaient introduire l'idée d'un droit citoyen, etc. Chacun s'appelait citoyen, etc. Donc c'était difficile de s'en tenir à la Déclaration des droits de l'homme. Donc, on peut dire, bon, d'accord, ok, on va faire droit des citoyens. Mais nous sortions de 1000 ans de royauté, de christianisme, etc. Et il y avait les traditions, et il y avait aussi, d'une certaine façon, aussi les Lumières, qui, avec tout le mouvement des avancées de la science, etc., mais on ne voulait pas extraire l'homme de son humanité et de sa condition de chrétien, par exemple. Donc, il était difficile d'enlever homme et de ne laisser que citoyen. Donc, en fait, c'est une cote mal taillée, pour moi, à mon avis, mais
qui a trouvé avantage ensuite, et ça c'est la suite de ma thèse en ce qui concerne, mais c'est pas mon jour pour la présenter, mais enfin donc c'est une cote mal taillée. Il n'avait pas le choix que de laisser hommes et citoyens côte à côte parce que personne n'a pu trancher d'autorité le fait de pondre une déclaration des droits soit de l'homme, soit du citoyen. C'était impossible vu l'ambiance, l'environnement. Enfin, c'est comme ça que je me le mets en situation. Les gens n'avaient pas la possibilité de choisir, et les forces en présence étaient trop équivalentes, trop fortes l'une face à l'autre pour pouvoir trancher dans un sens ou dans un autre. Voilà. Bon, c'est ma première réflexion. Après, il y a plein de réflexions sur la syntaxe, sur la façon dont tu regardes les mots, dont c'est un petit peu au scanner, et ça peut être intéressant comme démarche. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là. La distinction que l'homme aurait des droits et que le citoyen aurait des restrictions, c'est une bonne direction aussi à mon avis. On peut aussi, mais se rappeler que, comme le dit très bien Christian, qui va intervenir tout de suite après, les droits c'est une façon d'imprimer des restrictions aux gens. Donc à la limite, cette distinction en fait ne démontre pas d'une différence de traitement. Peut-être que là, Christian aura quelque chose à dire à ce sujet. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Ok, merci. Oui, alors, bon, cette distinction homme-citoyen dans la DDHC, effectivement, fait couler beaucoup d'encre, a suscité beaucoup de réflexions, et notamment chez nous, dans nos échanges précédents concernant la DDHC. Alors, je voudrais dire une chose d'entrée de jeu. Il ne faut pas confondre le fait de faire une analyse de la DDHC en tant que partie intégrante du bloc constitutionnel, et puis analyser la DDHC à son époque, la façon dont elle a été écrite. Je m'explique. On va dire pourquoi est-ce qu'on a écrit ça de cette façon. Bon, et on va dire, comme l'a commencé à le suggérer Jean-Charles, il faut se rendre compte qu'à cette époque, les révolutionnaires étaient dans une situation, etc. etc. Alors c'est un débat extrêmement intéressant de savoir, de mettre en perspective ce qu'a fait Christophe, c'est-à-dire pourquoi tel adjectif, pourquoi tel mot, pourquoi demeurer au lieu de rester, ou bien avoir, bon. Et expliquer cela par le contexte et disons, les forces antagonistes qui étaient en présence à ce moment-là. Bon, ça c'est une chose, c'est un type d'analyse. Il y a un autre type d'analyse, alors, que moi je récuse totalement, c'est de dire, aujourd'hui, la DDHC fait partie intégrante du bloc constitutionnel, et donc la façon d'interpréter cette phrase-là, il faut se ramener en 1789. Non. Non. Alors ça, c'est un débat qu'on a déjà eu souvent. La DDHC, elle a été introduite dans le bloc constitutionnel. Hein, tu en as un petit peu parlé, Christophe, mais tu es passé très rapidement. Je pense qu'il faut le préciser. Elle a été introduite en 1971, sous le gouvernement de Pompidou, sous la présidence de Pompidou, par une voie constitutionnelle, hein, et donc elle est devenue partie intégrante de la C58, enfin du bloc constitutionnel. Et à ce titre, moi je dis, bon, c'est mon opinion en tant que juriste constitutionnel, c'est qu'il faut lire ce qui est écrit dans la DDHC avec des yeux d'aujourd'hui, point final. Si on estime qu'il y a une phrase, ou deux phrases, ou trois phrases, ou quatre phrases dans la DDHC, ou une expression ou un verbe qui ne permet pas aujourd'hui d'utiliser, d'interpréter de façon significative ce que ça veut dire, il faut faire une modification constitutionnelle. Bon, et ça, je veux dire, l'État français sait le faire, il en fait régulièrement, une par mois, voilà. Bon, donc, tant qu'il n'y a pas une modification constitutionnelle, une modification
donc de la rédaction d'un article de la DDHC, ou la modification, ou la suppression, ou l'ajout. Il faut s'en tenir à stricto sensu la façon dont c'est écrit, hein, pour le lire avec les yeux d'aujourd'hui et dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Bon, et là, bon, on va voir si c'est cohérent, si c'est clair, si c'est limpide. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Concernant la distinction homme-citoyen, nous n'en sommes réduits qu'à des conjectures. Hein. Savoir pourquoi, à l'époque, on a mis l'homme est libre, mais le citoyen bon, peut être emprisonné, par exemple. Enfin, je simplifie. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ça comme ça? Bon, alors c'est un travail d'historien, je le répète, historien du droit, etc. Bon, c'est pas forcément le travail qu'on a à faire aujourd'hui. Bon. Ce qu'il faut faire, alors bon, si on veut un travail d'historien du droit, Jean-Charles a dit qu'il avait sa théorie, mais c'était pas le jour, l'heure de la donner. Mais si, Jean-Charles donne ta théorie. Bon, alors, en 1789, lorsqu'on a écrit ça, pourquoi est-ce qu'on a mis homme, citoyen, Bon, alors, moi, mon interprétation, je vous la donne, hein, c'est homme, c'est quand on parle du droit naturel. Puisque le préambule énonce en vertu des droits naturels que sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est les 4 droits naturels qui sont cités dans la DDHC. Et ça, c'est l'homme. Voilà, ça, c'est un patrimoine de l'homme. Et puis ensuite, la révolution des... Alors l'homme, il est éternel. Il est depuis Homo sapiens. Et qu'est-ce qui a amené la révolution de 1789? Elle a amené la notion, le concept de citoyen. Et donc on va disons, donner les contours de ce concept de citoyen à l'intérieur d'une entité plus large qui est l'homme et qui, lui, est porteur, d'après le principe de la DDHC, est porteur de ces 4 droits naturels. Donc c'est mon explication, hein, voilà, mais c'est une façon de lire cette utilisation à certains moments du mot homme et à un autre moment du mot citoyen. Au final, bon, ça c'est l'interprétation, je dirais, amont, c'est l'interprétation générique, génétique. Au final, ça revient, le résultat est le même, homme et citoyen, c'est pareil. Hein, voilà. C'est celui qui est redevable de la soumission à l'État et à l'autorité. Donc le résultat, il est le même. Homme, droit naturel, citoyen, droit positif. Voilà. Concernant la différence entre la DDHC de 1789 et celle de 1793, alors ça c'est un truc extrêmement intéressant. Il aurait fallu programmer l'entièreté de la réunion là-dessus. On ne peut pas se contenter de le survoler parce qu'il y a des enjeux historiques, politico-historiques extrêmement importants. Il faut savoir que la DDHC de 93, elle a été écrite par les montagnards et qu'elle n'a jamais été appliquée. Bon, en fait, cette DDHC de 93, c'est une constitution. C'est la constitution de 1793 qui a été écrite et puis qui n'a pas été appliquée. Alors, effectivement, mais là, je pense qu'on n'a pas le temps, puis on l'a beaucoup trop survolé pour dire des choses précises et intéressantes. C'est extrêmement intéressant de faire une analyse comparative de la 89 et de la 93, parce qu'on a une radicalité dans la 93, en fait, qui donne une idée de ce que était disons, le concept du pouvoir citoyen dans l'esprit des révolutionnaires montagnards de l'époque. Voilà. Bon. Et celle de 89, en fait, est une DDHC girondine, totalement girondine. Bon. Et c'est celle de 89, et pas celle de 93, qui a bien sûr survécu parce que la Gironde a battu la montagne, et que
ensuite, l'intégration en 71 de la DDHC dans le bloc constitutionnel marque bien, en fait, hein, ça c'est, il me semble que c'est important de souligner, que l'État français va dire que la révolution, c'est la révolution de la Gironde, et passer de la montagne, qu'on ne veut plus entendre parler de la montagne. Alors on a d'une part l'ostracisation, disons la diabolisation de Robespierre et des robespierristes, et puis on a l'occultation de la DDHC de 93, parce qu'on aurait, elle est magnifique cette DDHC de 93, on aurait pu dire, bah, écoutez, on va mettre la DDHC de 93, non, parce que elle est trop pure, elle est trop radicale, et puis elle voudrait dire que la Révolution française, c'est la révolution de la montagne. Or, aujourd'hui, la chose est bien historiquement entérinée et politiquement, je dirais, institutionnalisée. La Révolution de 89, c'est celle de la Gironde. Voilà. Alors, voilà ce que j'avais à dire sur le sujet pour l'instant. Oui, Jean-Charles, vas-y. Oui, écoute, on se rejoint sur la traduction de la définition, enfin la différence entre homme et citoyen, puisque j'avais fait une présentation il y a quelque temps, et puisque tu m'y invites, je vais rapidement reprendre ce que tu viens de dire sur la différence entre homme et citoyen. J'avais donc écrit, et là je n'ai pas préparé l'exposé, donc je reprends un petit peu le texte que j'avais utilisé pour faire mon petit exposé lorsque ça avait été mon tour sur la DDHC. Donc oui, effectivement, les droits de l'homme, ce sont l'homme correspond aux droits, enfin les droits de l'homme correspondent aux droits naturels ou aux droits fondamentaux, et les droits du citoyen est censé correspondre aux droits positifs. Donc, moi, j'étais parti, je ne sais pas si vous vous souvenez, Luc qui vient d'arriver et Christian, j'étais parti sur l'homme étant l'homme allégorique, l'homme allégorique, l'homme de Rousseau, etc. Et donc, le citoyen étant une personne juridique. Voilà, et donc après, j'avais extrapolé des tas de conséquences et j'avais tiré des tas de fils sur le fait que l'homme correspondait, enfin, c'est-à-dire que la DDHC maintenait la dichotomie, la séparation entre le céleste et le séculier. C'est-à-dire que l'homme allégorique, c'était l'homme de l'Éden, c'était l'homme de Rousseau, comme je viens de le dire, donc le céleste, et le séculier étant le citoyen, ou alors le religieux et le profane. C'est-à-dire qu'on maintenait cette idée de séparation de l'Église et de l'État, et on l'introduisait à la sauce laïque. Donc on essayait historiquement peut-être consciemment ou inconsciemment, on essayait de maintenir cette dualité de l'homme entre céleste, séculier, religieux, profane, dualité de la société même. Et donc ensuite, j'avais quelques fils à tirer où je disais que l'homme peut se concevoir sans État, voilà, l'homme de Rousseau donc, et le citoyen ne pouvait se concevoir qu'avec un État. Ensuite, je lis rapidement, et puis je vais pas aller trop loin dans mon petit exposé, rappel de l'exposé, mais l'homme, c'est celui qui est au monde, la nature, l'Éden, l'homme rousseauiste, le citoyen, celui qui vit en société, qui est dans une espèce de purgatoire d'une certaine façon, puisque Rousseau dit que la société pervertit le citoyen. L'homme est au monde, il est de fait au monde, et le citoyen vit en société par un contrat social auquel veut participer donc cette déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire fixer une espèce de contrat social comme on a pu écrire dans l'Antiquité, les tables de la loi, les 10 commandements et toutes ces choses-là. C'est une espèce, au niveau de la forme, on a quand même ce parfum de cette ambition de vouloir fixer des choses, des fondations solides et non contestables et permanentes et éternelles, ce qui est un peu contradictoire avec l'idée d'introduire un citoyen qui est sous contrat. Mais enfin voilà. Et donc ensuite, j'avais donc après extrapolé sur l'homme qui est donc l'humanité chrétienne et le citoyen, la nation humaniste, etc. Donc je vais m'arrêter là sur ce fil que j'avais tiré à l'époque de mon exposé, mais on voit bien que
on voit bien cette espèce de dualité qui est à la fois, enfin, qui est riche de conséquences et de commentaires. Ensuite, juste une petite réflexion pour te répondre, Christian, sur le fait que de définir le champ de réflexion autour de la DDHT uniquement sur les conséquences qu'on pourrait avoir à prendre aujourd'hui et de penser dans notre cadre à modifier si nécessaire la DDHC ou de modifier quelques mots, etc. Et de refuser d'analyser la chose d'un point de vue historique, ce que malgré tout tu viens de faire en parlant des montagnards et des Girondins. Mais enfin voilà, donc moi je pense que les deux sont intéressants et même utiles, parce qu'il est important de connaître la base des choses, enfin la traduction historique, se perdre peut-être dans quelques conjectures, pour pouvoir avancer et pouvoir savoir de quoi on part et ne pas non plus se tromper sur la réelle intention, si quand même on peut s'extraire de conjectures et trouver, comme essaye de le faire Christophe, une cohérence dans les écritures qui semblent peut-être parfois incohérentes, en analysant mot à mot d'un point de vue historique cette écriture de la DHT, parce qu'elle peut nous aider à lever quelques incertitudes et malgré tout aussi, comme tu l'as dit, tirer les conséquences aujourd'hui et les modifier. Mais enfin voilà, c'est un entre-deux qui est pour ma foi préférable, c'est-à-dire à la fois avoir un regard historique pour aller vers les conséquences actuelles. Voilà. Oui. Ce que je propose, c'est que Christophe réponde, maintenant intervienne. Après Christophe, j'apporterai également quelques éléments complémentaires. Et je pense que là, du coup, Luc aura entendu suffisamment de choses pour pouvoir intervenir à son tour. Non, mais Luc, quand même. Déjà. Bonjour. Du coup, moi, la distinction entre hommes et historiens, je pense pas qu'ils étaient obligés de la faire, et s'ils l'ont fait de façon obligée, ils l'ont fait de façon maladroite. Et moi, je me refuse un peu cette idée de me dire qu'ils l'ont pas fait exprès. Par exemple, dans le préambule, de pas le rajouter, de dire les droits de l'homme et de s'arrêter là. Alors que dans le titre, ils ont bien mis les deux. C'est assez. Dans une vision formulation mathématique, justement, dans une vision où on veut que ça dure et que ce soit clair, on n'a pas on s'amuse pas à enlever des mots, à rajouter de temps en temps. Enfin, on prend le terme et puis après on le répète et on le réutilise de façon claire, quoi. On s'amuse pas à tronquer des morceaux juste parce que ça fait joli ou je sais pas quoi. Ça me pose un souci dans cette idée-là. Après, la différence entre homme et citoyen, l'homme du droit naturel, effectivement, pour moi, c'est ce qui est écrit, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, et c'est clairement l'homme de Rousseau, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pour ça que justement, l'homme, il est libre de tout et n'importe quoi. Là où le citoyen, lui, va plutôt être restreint parce que justement, du fait de vivre en société, il se retrouve restreint. Et même, on peut même aller voir, je crois que c'est l'article 4, non, c'est l'article 5, alors peut-être. Voilà, l'article 5, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Il y a le fameux défendre là qui pose problème, parce que normalement, quand on utilise le mot défendre pour se protéger, en fait, on doit utiliser notre préposition, on défend de quelque chose. Or là, le 2, il n'est pas là. On n'a pas le défendre de. On a un défendre. Et si on relit la phrase en se disant, ben non, mais en fait, ça veut vraiment dire défendre, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, on se retrouve avec la phrase à l'envers. C'est-à-dire que là, la loi, elle est opposée à la société, puisqu'elle défend les actions qui lui sont nuisibles. Et c'est ça que je trouve intéressant en fait dans cette analyse, c'est que justement la société elle est nuisible dans le sens où elle fait perdre de la liberté aux hommes et elle leur empêche d'être des hommes, quoi. C'est là où le citoyen, lui, par contre, il vit en société et donc il a d'autres lois, et parce que la loi qui est mentionnée là, je ne l'ai pas dit, mais la loi a priori c'est la loi le droit naturel.
dans mon analyse. Et c'est pas la loi qu'on va écrire juste après, puisqu'on est censé parler de choses qui précèdent quand même quelque chose. On n'est pas en train de parler de choses qui sont en dessous de notre texte. Donc voilà, donc on a une lecture du coup quand on fait ça qui a l'air bizarre, mais qui finalement tombe cohérente avec justement ce qu'on dit, ce qu'on pense, et ce que pensaient les philosophes à l'époque. Et je trouve ça intéressant. Alors du coup, moi, ce qui m'interroge dans cette fameuse Constitution de 58, c'est pourquoi ils y ont mise, et cette intentionnalité-là, et moi, ça m'interroge beaucoup, parce que ils avaient mieux, quoi. Ils avaient mieux à faire s'ils avaient eu envie de faire des textes compréhensibles. Il y avait mieux que ça, quoi. Enfin, plus clair, plus récent. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un choix de lecture à faire qui est différent de ce qu'on fait d'habitude. On relit les textes comme s'ils étaient identiques, alors que je pense qu'il faut les séparer parce que justement, il y a... Alors peut-être que c'est le fait que ce soit girondin, mais peut-être que c'est l'esprit du texte aussi qui est important. Et donc, qu'est-ce qu'il y a écrit vraiment dedans, et pas ce qu'on en retire de façon habituelle, parce que enfin, on a l'impression que ça veut dire quelque chose de positif ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, ça dit pas. Enfin, ce qui est écrit ne correspond pas à ce qu'on en pense. Et moi, ça me pose aussi un souci. Enfin, voilà, c'est comme ça que je regarde ce texte. Ok, alors, donc je vais intervenir, puis après, alors, Luc, que nous saluons effectivement, qui nous a rejoint, et on lui laissera la parole après. Alors, ce on que tu emploies beaucoup, Christophe, on ne sait pas comment on lit, tout ça. Bon, ce on, il a un nom, il s'appelle le Conseil constitutionnel. La DDHC fait partie du bloc constitutionnel, et c'est sur la DDHC que se fondent pratiquement 80% des décisions du Conseil constitutionnel. Lorsqu'il s'agit de savoir si une loi est conforme à la Constitution, disons l'attention, très souvent, la plupart du temps, dans la majorité des cas, ça vient de est-ce que c'est compatible ou pas avec ce qui est écrit dans la DDHC. Donc, la question, c'est pas de savoir si Christian, Jean-Charles, Christophe, Luc pensent ceci ou cela de la phrase, je vais revenir sur l'article 5 dont tu as parlé Christophe, ça veut dire ceci ou ça veut dire cela. La question c'est de savoir qu'est-ce que le Conseil constitutionnel lui va dire. Parce que ça veut dire qu'une loi va passer ou va pas passer. Bon, et c'est quand même importantissime et c'est la base du contrôle du système législatif en France, ou alors il n'y a pas de contrôle. Ou alors, autre option, autre hypothèse qui est la mienne, il y a un contrôle qui est basé sur un texte à qui on peut faire dire ce qu'on veut, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. Bref, je referme la parenthèse. Et donc ça me permet, avant de parler de l'article 5, de revenir sur l'histoire, sur la question, est-ce qu'il faut lire la DDHC de façon historique ou de façon actuelle? Bon, Jean-Charles, nous sommes d'accord. Je n'ai pas dit que c'était inutile de la lire d'un point de vue historique. J'ai dit que c'était deux choses différentes. Une fois qu'on a compris pourquoi on avait écrit ça comme ça à cette époque, voilà, et il faut si on a une ambition d'analyser, de comprendre un petit peu la façon dont les textes juridiques sont écrits en France, c'est quelque chose qu'il faut faire. Bon, voilà. Et à côté, il y a aujourd'hui la DDHC qui est un texte sur lequel s'appuient énormément de décisions majeures du Conseil constitutionnel. Bon, eh ben, il faut savoir comment il faut lire les phrases. Bon, et l'article 5 que tu as cité, Christophe, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Bon, alors,
Bon, nous avons suffisamment ergoté, et bon, je suis le premier à avoir ergoté sur le moindre adjectif, le moindre article défini, indéfini, moindre verbe, etc. Pour ne pas être taxé disons, de complaisance avec ce qui est écrit dans la DDHC. Mais là, bon, il est clair que lorsque il est écrit la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles, c'est-à-dire la loi n'a le droit que d'instaurer des interdictions que lorsqu'il y a une action qui est nuisible à la société. C'est le mot défendre qui semble te poser problème. Bon, la loi de défendre, défendre, c'est dire empêcher là. Bon, évidemment, on peut le dire. Ouais, oui, je ça sais. veut dire. Bon, alors. Interdire, ça veut dire. Oui. Alors, il faut voir, disons, il faut voir s'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui, une fois, a utilisé cette interprétation du verbe défendre dans l'article 5 de la DDHC. Je pense qu'on ne trouvera pas une seule fois. Bon, voilà. Parce que là, je dirais que ton interprétation, bon, ça, c'est exactement le contraire hein, de ce qui est écrit. Voilà. Bon. Et puis dernière chose, on parle souvent de droit, hein, le droit à, le droit à ceci, le droit. Bon. Et c'est écrit beaucoup, oui, c'est dans la DLHC qu'on retrouve assez souvent cette expression. Bon, le droit à, en termes juridiques, bon, là c'est un des grosses attaques que personnellement je fais à la DDHC, c'est que le droit à, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la loi n'est pas capable de donner un droit. La loi n'est capable que de poser une interdiction. Puisque, et je dirais même qu'il y a une contradiction interne dans la DDHC, lorsque la DDHC dit tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, ça veut dire qu'on a le droit de faire tout, sauf ce qui est nommément interdit. Donc dire j'ai le droit, par exemple, la DDHC pourrait écrire tout citoyen a le droit de respirer, elle peut l'écrire, ça n'a aucune valeur dans la mesure où il n'y a pas quelque part, dans la DDHC ou ailleurs, un article, une règle coercitive interdisant de respirer dans telle ou telle circonstance. Voilà. Oui, ben, je le lis à l'envers, mais parce que l'article 5, pour moi, il est écrit comme ça, avec le choix du mot défendre et le choix de ne pas mettre la proposition D, qui sert à ça, qui sert à dire interdire. Quand tu dis je te défends de faire quelque chose, là, tu utilises le mot interdire. Je te défends quelque chose, c'est pas quelque chose qui va forcément être dans le bon sens. Le mot défendre a été modifié avec l'histoire. Cette petit détail le 2 derrière, de suffixe, enfin je ne sais plus comment on dit, voilà, de préposition qui suit le verbe, à l'origine, à cette époque-là, donc on est au XVIIIe siècle, défendre, ça veut dire aussi interdire. Voilà, donc on n'a pas besoin du 2 dans le langage de l'époque. Là, je pense que même dans l'époque, c'est de l'histoire linguistique. Oui. Voilà. Mais même à l'époque, le mot défendre devait être nuancé, enfin il devait être... Non, interdire. Interdire dans ce contexte-là. Et puis il y a le mot défendre à une polysémie à l'époque qui ne nécessitait pas de mettre le 2 derrière. Quand tu lis les textes, enfin pour le peu... Mais il était polysémique. Polysémique parce qu'il veut dire à la fois défendre de quelque chose sans nécessité d'avoir le 2 et il veut dire aussi interdire. Voilà. Ils ont choisi de mettre le mot polysémique. Non, ils n'ont pas choisi, à l'époque c'était comme ça. Enfin bon, c'est une question linguistique. Moi je ne crois pas que c'était comme ça, je crois qu'ils ont choisi les mots qu'ils ont voulu mettre. Et qu'ils ont écrit en fonction de ce qu'ils ont choisi. La parole est à Luc. Oui, pour cette petite querelle de syntaxe, de mots, je
pense que là, pour le coup, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté sur le sens qu'il faut utiliser pour le mot défendre. C'est vraiment le sens d'interdire ici. Il n'y a pas de... à mon avis. Bon, alors excusez-moi pour ce retard. Le droit ne peut qu'interdire, nous dit Christian. Bon, bah, c'est précisément ce qui est écrit là. Il peut aussi obliger quand même. Hein. C'est les deux aspects. Il peut interdire et il peut aussi obliger. Et puis il ne s'en fait pas d'ailleurs, c'est que ça. C'est d'ailleurs, je dirais, la raison pour laquelle nous avons eu déjà des discussions sur ce sujet. Pourquoi moi je préfère, avec Simone Weil, le terme d'obligation lorsque c'est... Parce que le droit, en fait, il va dans le sens de l'État vers le sujet ou le citoyen. Or que l'obligation, elle, c'est pour ça que je préfère ce mot-là, il va dans l'autre sens. Il va dans le sens de ce que doit l'État, les institutions, ce qu'elle doit aux citoyens ou aux sujets, etc. C'est pour ça que avoir ces deux mots-là, bon, je sais qu'on dit, ouais, t'es le seul à utiliser l'obligation avec... Mais je pense que c'est vraiment important parce que du coup, on voit bien que là, c'est plus du tout les mêmes notions. Les notions sont symétriques et opposées. Symétriques et opposées parce qu'il y en a une, effectivement, la notion d'obligation, qui vient de la seule qualité d'être être humain. Un être humain. L'expression de ce qu'on appelle le droit naturel, le mal nommé, pour le coup, évidemment. Évidemment, le mal nommé. Et du coup, on ne peut plus faire la confusion droit naturel, droit positif, etc. Si on nommait bien les choses, tout ça s'évanouirait, ça deviendra beaucoup plus clair. D'ailleurs, c'est ce qui fait, c'est un peu votre confusion, parce que moi je ne suis pas d'accord quand vous dites ce qui s'applique à l'homme, c'est le droit naturel, et ce qui s'applique aux citoyens, c'est le droit positif. J'ai entendu un peu ça, il me semble. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est faux, enfin, c'est factuellement faux. Il y a du droit positif qui s'applique aux hommes, aux migrants, par exemple, il y a du droit positif qui s'applique aux migrants, ou aux touristes qui vient en France, il y a du droit positif qui s'applique à lui. D'accord ? La différence, c'est que justement, le droit naturel n'est dû en totalité qu'aux citoyens. D'ailleurs, c'est ce qui est formulé. Moi, globalement, moi j'aime bien le préambule de la DDHC, justement, parce que pour moi, c'est la partie la plus juste de la DDHC. Il dit bien justement, le droit naturel, il est inaliénable et sacré, il nous vient de notre caractère d'être humain, mais, un peu plus loin, il dit, afin que les réclamations des citoyens, mais seuls les citoyens, quelque part, sont... c'est cette qualité d'être dans la cité, justement, d'être dans la société, sont aptes à dire, attention, vous ne respectez pas mon droit naturel, hein, en totalité. Moi, je dirais que pour les êtres humains, il faut aussi le respecter, parce qu'on ne va pas tuer les gens parce qu'ils sont juste étrangers, par exemple. Ça semble complètement débile. Enfin, ça l'est d'ailleurs. Mais voilà. Donc, moi, je pense que c'est des droits qui sont par rapport à l'État, hein, ces obligations. L'État Léviathan, hein, on rappelle l'origine hobbesienne de tout ça. Hein, l'État, c'est le Léviathan, c'est la chose horrible et sans âme, hein, qui broie les hommes. Sinon. Il y a plein de figures comme ça. Hein, un des plus importants, enfin, on peut citer un certain roi, Philippe le Bel, ou Richelieu, hein, qui la raison d'État prime tout et broie les hommes. Alors je ne sais pas si de l'homme, le droit naturel, l'homme à l'état naturel, oui, ça vient de Rousseau, mais n'oubliez pas que Rousseau, c'est aussi l'homme du contrat social, hein, une de ses œuvres principales. Donc, limiter ça à ça, je pense qu'il y a un petit hiatus. Hein. Et puis, effectivement, il y a une confusion entre hommes et citoyens. Je pense qu'on l'avait relevé quand on avait fait notre analyse, effectivement. Mais ça participe en fait du flou volontaire
qui accompagnent la rédaction de ces textes, qui, qui font qu'on ne sait jamais trop si ça s'applique aux hommes, aux citoyens, quelle est la distinction entre les uns et les autres. Voilà, c'est souvent des questions justement de vocabulaire, parce que les termes employés ne sont pas définis. Parce que dans le sens courant, du coup, on mélange le sens commun avec la polysémie qui peut y être attachée, et le sens précis qu'on doit avoir dans des textes qui se veulent normatifs. Dans les cas, il faut dire, quand j'emploie ce terme-là, sa définition, c'est une et une seule, et c'est celle-là. Voilà. Voilà. Bon, après, je n'ai pas suivi le début. Oui, alors au début, moi j'ai quand même mis en avant que je trouvais, en tout cas, que dans la DDHC, quand on parlait d'hommes, on parlait des droits, de donner des droits, et des droits, voilà. Et dès qu'on parlait de citoyens, on parlait de restrictions. J'ai mis en avant ça dans l'article 7 et l'article 11. À chaque fois, on commence par l'homme et on dit, voilà, il est protégé, enfin voilà, on ne peut pas faire ce que vous voulez avec l'homme. Puis derrière, sauf quand le citoyen machin, il fait ceci. Il y a toujours cette logique pas toujours, il n'y en a pas beaucoup des articles qui en parlent comme ça, mais en tout cas, quand c'est fait, c'est dans ce sens-là que c'est fait. Et dans le préambule, on parle des droits de l'homme, mais on ne parle pas des droits de l'homme et du citoyen. Le citoyen il a le droit de réclamer, c'est vrai, mais c'est tout, quoi. Enfin, il réclame. C'est ce qui le distingue, tu vois. Je pense justement, on dit le droit naturel est attaché à la qualité d'homme. Par contre, celui qui peut réclamer, c'est le citoyen. Là, pour le coup, je dirais que l'usage des mots me semble... Tout à fait, ouais. Oui, parce que ça concerne la société. Et c'est pour ça qu'on considère du coup le citoyen. Donc non, pour moi, la distinction, elle est bien faite à ce niveau-là, mais elle n'est pas dite. Enfin, on ne la voit pas dans le texte. Oui. Mais elle est bien utilisée dans ce sens-là. Dans ce cas-là. Même dans l'article 6, d'ailleurs, c'est pas si mal, hein, je le revoyais. D'ailleurs, on s'en est servi à recours constitution de l'article 6 pour participer aux élections et tout ça. Là, on voit bien qu'il n'y a que le terme citoyen qui est employé, il n'y a pas le terme homme. Voilà. Je pense que c'est pas un hasard, et là, pour le coup, je pense que c'est plutôt approprié. Alors, je voulais ajouter deux petites choses. Oui, alors, concernant ce qu'a le droit de faire la loi, j'ai dit il y a que les interdictions. Effectivement, je l'ai assez souvent dit et écrit. Donc il y a effectivement les interdictions et les obligations. Et Luc, en fait, synthétise les deux, ramène les deux sous la bannière de l'obligation, avec, disons, à l'instar de Simone Weil. Moi, j'ai un autre mot qui me semble bien... Là, excuse-moi d'utiliser obligation, j'aurais pas dû en plus, parce que du coup, c'est pas dans le même sens. C'est pas dans le même? C'est pas dans le même sens. J'ai pas compris. Même quoi? C'est les obligations de la société, je pense, ou de l'État. Ah oui. Ouais. Et pas les obligations de l'homme, du citoyen. Oui. Non, mais alors, bon. Alors, donc, les lois... Vite fait, on se mélange. Hein. Alors, bon, le droit, il établit des lois d'obligation et des lois d'interdiction, des lois de contrainte et des lois d'empêchement. Tout ça, c'est des règles qui sont des règles coercitives. Donc la coercition, elle s'exerce soit sur empêcher quelqu'un de faire quelque chose, soit l'obliger à faire quelque chose. Donc je pense qu'avec ça, Et puis le deuxième point que je voulais relever, et on n'en a pas parlé, c'est à un moment, Christophe s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'on a ajouté la DDHC au bloc constitutionnel? Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que, on l'a ajouté en 71, sous le règne de Pompidou. Eh bien, elle a été ajoutée, alors là, bon, c'est une interprétation, disons, d'analyse constitutionnelle, de droit constitutionnel, parce que ils se sont aperçus que dans le C58, il n'y avait pas de principe. Que c'était une constitution, que c'était un texte essentiellement procédurier. Si on enlève les 2 ou 3 premiers articles, c'est que de la cuisine politicienne. Bon.
Et comme il fallait, bon, pendant, disons, une dizaine d'années, hein, comme ça, De Gaulle, voilà, la Constitution, la France, c'était De Gaulle, c'était ce qu'il y a. Et puis après, on s'est dit, il n'y a plus De Gaulle, sur quoi est-ce qu'on va se baser? On a regardé la C58, mais il n'y a rien à la C58. Bon, où est-ce qu'on va trouver quand même des principes, puisqu'il n'y a plus le grand Charles pour nous dire quels sont les principes? Les principes, qu'est-ce que c'est qu'un principe? Eh bien, c'est quelque chose qui empêche qu'on fasse une loi. Et là, non, cette loi, on ne peut pas la faire parce qu'il y a un principe. Bon, bon, on revient là sur l'histoire du homme et citoyen. Et donc, on a cherché un texte principiel et on l'a trouvé en l'espèce de la DDHC. Alors, il faut remarquer que la Constitution de 46 hein, avait un texte principiel. C'était le préambule de la Constitution de 46. Et donc, du coup, puisqu'on était à la recherche de textes principiels, on a pris la DDHC, puis il y a un gars qui a dit, mais attendez, mais il y a aussi le préambule de la Constitution de 46, qui est aussi principiel, eh bien on va le mettre aussi. Et du coup, ils ont mis les deux en même temps. Et là, on s'est retrouvé avec une C58, qui est une constitution à 98% procédurielle, c'est-à-dire qui expose des procédures, c'est un memento, c'est un manuel d'utilisation, voilà, bon, une fiche technique, voilà. Et puis, on a ajouté ces deux textes qui sont des textes qui sont censés énoncer des principes qui sont censés borner la loi et qui sont censés permettre au Conseil constitutionnel de déterminer ensuite si une loi elle est recevable ou pas, s'il faut la laisser passer ou il faut l'annuler. D'accord, par manque de principe. Je pense que ça vaudrait peut-être le coup, effectivement, d'étudier pourquoi ils ont ajouté ça, de façon, en creusant... Le choix, quoi. Quel choix ils ont eu et qu'est-ce qu'ils ont... Oui, alors ce qu'on peut faire justement, c'est refaire un historique de la façon dont ça s'est passé. Qui c'est qui a dit pourquoi, comment ça s'est fait? Alors ça s'est fait par la voie parlementaire. Hein. Contrairement à la charte de l'environnement, je crois qu'elle a fait l'objet d'un référendum. Non, je ne sais plus. Non. Alors la C58, qui a fait l'objet d'un référendum, mais les autres ont été ajoutés par la voie constitutionnelle. Le seul qui a fait, à mon avis, la révision constitutionnelle qui a fait l'objet d'un référendum, oui. C'est le quinquennat. À ma connaissance, c'est la seule. Ouais, et puis Maastricht, fait l'Europe, 2005. Oui, ça modifiait la Constitution maintenant. Ah bah oui, ça modifiait, oui. Ah oui. Ça modifiait le titre 12, hein, le titre de l'Europe. Ah oui. Oui, alors, oui, ça c'est assez intéressant, effectivement, de faire une étude très technique, historico-juridique, savoir comment, pourquoi, qui, qu'est-ce qu'on a à l'époque, qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'époque qui va nous éclairer sur l'opinion que finalement nous délivrerons en synthèse. Enfin, pour ma part, ton explication, Christian, là, tu viens de donner sur le principiel et la nécessité de trouver du principiel à cette grande recette politique qu'est la Constitution, me suffit. Enfin, moi, personnellement, je suis rassasié de ton explication. Elle me paraît bien. Et puis, bon, on pourra trouver quelques détails, mais moi, je n'en éprouve pas le besoin d'aller approfondir voilà, les épisodes, la chronique de ces ajouts. Mais bon, on peut toujours le faire. Mais enfin, moi, personnellement, je n'en éprouve pas le besoin. Ton explication me paraît... enfin, elle me suffit, voilà. Elle est plausible, sauf qu'elle n'est pas... Il y a beaucoup de travail, quoi, je veux dire. J'ai cru, à titre personnel et curiosité, je vais creuser. Oui, parce que je pense que Moi, je trouve ça très intéressant. C'est une hypothèse qu'émet Christian, quand même, quelque part, qui me semble effectivement probable, mais est-ce que le préambule de 46 était encore en vigueur ou pas? C'est des sujets intéressants, parce que le préambule de 46, il est quand même pas anodin, hein. Il tire quand même très à gauche les choses, quand même. Il est très marqué politiquement, quand même. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de rééquilibrage? C'est le CNR. Le préambule, c'est le CNR.
C'est Simone Veil d'ailleurs. D'accord. C'est beaucoup l'influence de Simone Veil là, dans le préaméricain. Elle a influencé beaucoup la CNR.